Le décryptage de l'actualité politique africaine est de retour sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de notre émission de ce jour, 23 partis de l'opposition, entre autres le FPI, le Front populaire ivoirien, le leader ou encore le COGEP rejette la proposition de nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Il trouve le projet inopportun compte tenu de la situation politique tendue dans le pays. Il juge également ce projet antidémocratique, illégal, illégitime, notamment à cause de la création d'un poste de vice-président nommé par le chef de l'État et d'un Sénat dont le tiers des membres sera également nommé par le président de la République. Des arguments que refute le parti présidentiel et les soutiens du président Alassane Ouattara. Le porte-parole du gouvernement ivoirien et ministre de la Communication Bruno Koné, pour lui, c'est bien le moment justement de réviser cette constitution. S'achemine-t-on vers une nouvelle crise politique en Côte d'Ivoire? Nous ferons le décryptage dans un instant dans cette émission avec nos invités. Ensuite, nous irons au Togo. Doit-on espérer enfin la révision de la constitution tant souhaitée par l'opposition dans ce pays? Les jours à venir, nous le dirons, et pour cause. L'opposition togolaise a introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant la constitution du pays. Mais quand l'on connaît la configuration de cette Assemblée nationale majoritairement acquise à la cause du pouvoir en place, l'on s'interroge sur l'avenir de ce projet. Vous suivrez également l'avis de mes invités sur ce sujet dans cette émission. Enfin, en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi rompt le silence depuis son exil. Il demande au président Joseph Kabila de respecter la règle démocratique en quittant le pouvoir le 20 décembre prochain. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement congolais, le ministre Lambert Mende, a réagi. Pour lui, les propos de l'opposant sont une tentative de détourner l'attention et de distraire l'opinion publique au sujet de ses multiples ennuis avec la justice de son pays. Notre troisième débat se fera également autour de ce sujet. Mais en attendant, madame, monsieur, je vous propose ici un point de l'actualité en Afrique, c'est le flash d'information. En République démocratique du Congo, le banditisme s'ajoute au phénomène des groupes armés au Nord Kivu. Depuis plus d'un an, les enlèvements se multiplient et en plus, des braquages de convois. Pour faire face aux attaques dans le parc des Virunga, le gouvernement provincial, l'armée et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont mis en place un système d'escorte de Kwanja et Kanya-Bayonga depuis le mois d'avril. Au Mali, le projet de révision constitutionnelle se profile. Le chef de l'État a récemment désigné pour cela une commission de 10 experts et de 2 rapporteurs. La commission se met au travail dès ce lundi et dans 6 mois terminera son travail et un référendum sera organisé en principe avant la fin de l'année. Il y a 24 ans, le Mali s'est doté de cette loi fondamentale. En Égypte, le bilan des autorités en matière des droits de l'homme ne s'est pas amélioré. Un organe étatique a noté une série de disparitions forcées et des cas d'abus contre les prisonniers. Entre avril 2015 et mars 2016, le Conseil a recensé 266 cas de disparitions forcées liées au ministère de l'Intérieur, 27 personnes ayant depuis été libérées, tandis que 143 demeurent en détention provisoire. Pour décrypter l'actualité africaine de ce jour, je reçois l'écrivain d'origine sénégalaise, Lamine Cissé. Il est un consultant en communication politique. Lamine Cissé, bonjour et bienvenue sur le plateau de SICA. Bonjour. J'ai également sur ce plateau le journaliste Donkla Mabalo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donkla Mabalo, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Joël, merci pour cette invitation et bonjour à tous les téléspectateurs. Madame, Monsieur, c'était donc la présentation des invités de cette émission. Je vous propose de retrouver le débat après cette virgule. Je le disais à l'entame de cette émission, 23 partis de l'opposition dont le FPI, le leader ou encore le COGEP rejettent la proposition de nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Ils jugent le projet antidémocratique illégal et illégitime, notamment à cause de la création d'un poste de vice-président nommé par le chef de l'État et d'un Sénat dont le tiers des membres serait également nommé par le président de la République. Lamine Cissé, vous avez donc suivi l'actualité de ce côté de la Côte d'Ivoire. À votre avis, est-ce que c'est le bon moment d'initier ce projet? Est-ce que la réaction de l'opposition n'est pas une bonne réaction? C'est tout à fait normal. Quand on sait que pour avoir une bonne constitution, il faut des débats autour.
l'opposition ne peut pas d'emblée dire oui, je suis d'accord. C'est à partir de ce débat-là que la Constitution peut elle-même se parfaire. Alors moi je pense que M. Alassane Ouattara, son excellence est dans la vraie dynamique, puisqu'il est président partant, sortant. Et vous savez, dans un pays, si la Constitution est mal faite, elle est sujet à beaucoup de crises. Donc il n'y a pas de Constitution parfaite. Nous sommes dans des processus de démocratisation en Afrique. C'est pourquoi je pense qu'il est l'homme indiqué pour proposer, n'est-ce pas? Maintenant, le dernier mot remis au peuple, qui au moment opportun, décidera de quelle constitution il voudra. Mais ce débat entre les politiciens autour de la proposition du président de la République, c'est tout à fait normal. Oui, mais aujourd'hui, l'opposition dénonce le poste de vice-président qui sera créé, et notamment le Sénat, dont le tiers des membres sera nommé par le président de la République. Alors, si tant est qu'on peut avoir un vice-président, pourquoi ne pas également le nommer comme cela se fait aux États-Unis? Je propose qu'il propose, au lieu de dénoncer. Il faut dire, je ne suis pas d'accord, mais je propose cela. Je crois que c'est ça, les véritables débats démocratiques. On ne doit pas s'opposer pour s'opposer, parce que l'individu, on s'oppose parce que vous pensez que ce qui vous oppose n'est pas l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple. Et tant si cela est vrai, je crois que tout autour de ces débats-là, il ne doit pas y avoir d'animosité. Maintenant, moi, au Sénégal, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Haut Conseil des collectivités. Le président Macky Sall a créé ça. Il y avait la Sénat qui l'a dissous. Il a créé ce qu'on appelle le Haut Conseil des collectivités locales. Mais il va nommer près de 60% Le débat se pose actuellement. C'est ça la mais quel sera le pouvoir du Sénat cette fois-ci dans le cadre du système ivoirien? Certainement que ce Sénat aura un pouvoir très fort à côté de l'Assemblée nationale. Le Sénat, c'est permettre à d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'aller à l'Assemblée nationale de pouvoir intervenir et participer au débat national. Maintenant, nos Sénats souvent sont des Sénats politiciens. C'est souvent utilisé pour, n'est-ce pas, comme des instruments politiques. Maintenant, l'opposition doit veiller et apporter une solution pour que cela ne soit pas. Je pense qu'ils sont dans... Mais si l'opposition est sous-représentée dans le Sénat, qu'est-ce qu'elle peut faire justement dans ces conditions? C'est pourquoi j'ai dit que l'opposition doit proposer. Parce qu'en fait, il ne faut pas que l'opposition voit... Si l'opposition vient au pouvoir demain, il pourra utiliser le même instrument. Mais il ne faut pas se dire que je vais éternellement rester à l'opposition. Non. Parce qu'en fait, c'est une proposition qui est là, c'est pour... Si votre position change demain, vous allez l'utiliser. Mais maintenant, faites des propositions. Oui, mais celui qui initie la révision de la Constitution ne révise pas la Constitution pour donner le pouvoir à ses opposants. Il met toujours les balises pour que son dauphin puisse facilement prendre la relève. Le peuple est là, souverain. Il faut mettre les conditions d'une élection transparente. C'est ce qui est important dans nos pays. Il faut que les conditions d'une élection transparente soient garanties. Si cela est garanti, il n'y a pas de problème. Tout passe. Maintenant, l'opposition doit se battre pour que cela soit. Mais vous savez comment ça se fait les élections en Afrique? Avec l'argent, on peut facilement avoir des voix, sans avoir vraiment la conviction du peuple. D'accord, ça c'est le peuple. Donc le peuple est manipulé. Mais vous savez bien sûr que les peuples africains sont facilement manipulables. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes dans un processus de démocratisation en Afrique. C'est pourquoi moi je les appelle des démocraties africaines. Nous n'avons pas une démocratie africaine, on a des spécificités démocratiques. Donc il faut tenir compte de tout cela également. Donc là, Babalo, vous avez suivi l'avis de Lamine Cissé. La réaction de l'opposition, selon vous, est-ce qu'elle était prévisible? Le peuple est une notion virtuelle. Et je me rappelle que dans un débat précédent, M. Lamine Cissé avait reconnu cette notion virtuelle du peuple. Aujourd'hui, je ne sais pas, nous sommes à l'ère des révisions constitutionnelles en Afrique. On en parle au Bénin, on en parle au Togo, on en parle au Burkina Faso, on en parle également en Côte d'Ivoire. Maintenant, je ne sais pas si le moment est propice pour un tel débat. Vous savez très bien que la constitution ivoirienne date de 2000, donc 16 ans à peine. Et c'est cette constitution qui a vu le président Ouattara exercer le pouvoir sans grande difficulté. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas... Avec beaucoup de difficultés avant d'accéder au pouvoir. Oui, mais ça c'était avant. Mais dans l'exercice du pouvoir, M. Ouattara a géré le pays comme il peut. Oui, mais et il est même élu KO. Il y a eu beaucoup de morts dans cette crise post-électorale. Il y a eu beaucoup de problèmes. Est-ce que ce n'est pas le lieu, justement,
d'éviter ces problèmes-là dans l'avenir. Est-ce qu'une constitution évite des problèmes? Non, je ne pense pas. Oui, mais une constitution ne peut pas être conjoncturelle. Une constitution ne peut pas être conjoncturelle. Le président Ouattara a réussi à hisser la Côte d'Ivoire là où elle est aujourd'hui parce qu'il a un leadership qui lui permet ça. Donc je ne sais pas si on peut réviser une constitution sans consensus. C'est ça le grand problème. C'est vrai que ce sont des propositions, mais ce que l'opposition dénonce, c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que le président Ouattara, au cours de son dernier mandat, veut réviser la Constitution? Mais il a rassuré, il dit qu'il ne veut plus se représenter. Oui, donc il est bien positionné aujourd'hui pour réviser cette Constitution pour ne pas être soupçonné. Non, il ne pouvait même plus se présenter. Il était à son dernier mandat. Et 2020 se préparait déjà. Une révision de Constitution et une nouvelle République. Il a rassuré de ce qui n'a pas l'intention de se représenter. J'ai écouté le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, qui disait clairement que si on ne fait pas attention, on est là en train d'avoir les germes d'une nouvelle escalade en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas de consensus autour de cette affaire-là. Le président Affi-N'Guessan a dit clairement qu'il faut que tout le monde soit associé et qu'on s'entende sur le minimum pour réviser une constitution. Oui, mais alors, ce n'est qu'une proposition du président Ouattara. Je voudrais quand même aller jusqu'au bout, si vous le permettez. Lorsqu'on parle de vice-président, par exemple, nommé par le président de la République, vous avez vu en Guinée équatoriale, le président en exercice a nommé son fils. Vice-président, personne n'a rien dit. Ça veut dire que le président a la liberté de placer peut-être son successeur. Et donc les opposants, en ayant cette idée-là, ont raison d'être dans cette logique. Deuxième chose, le Sénat, avec un tiers des membres nommés par le président de la République, vous comprenez que c'est tout à fait normal que ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui puissent craindre que le président ait envie de perpétuer son œuvre et donc de contrôler sa succession. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime que les opposants puissent poser ces préalables-là. Et j'ai écouté également le porte-parole du pouvoir qui dit que c'est saugrenu de la part des opposants de se prononcer sur que des propositions. Mais tout part des propositions, n'est-ce pas? Oui, mais donc, justement, cette opposition peut aller débattre des propositions. Oui, il faut dire, nous ne sommes pas d'accord, voici ce que nous nous proposons. Mais c'est ce qu'elle fait, c'est ce que l'opposition fait. Elle n'est pas d'accord par rapport aux propositions. Maintenant, ça c'est sur le fond. On a parlé du fond tout à l'heure, mais sur la forme, on dit qu'on confie cela à un groupe d'experts, comme on l'a fait dans un pays très proche. Après, on soumet ça au conseil du gouvernement, au conseil des ministres donc, avant d'aller à l'Assemblée nationale et tout le reste. Vous voyez un peu ce parcours formel de ce texte-là amène les opposants à avoir des doutes. Et moi, je pense que c'est tout à fait normal. Parce donc que vous pensez que les opposants n'ont aucun moment d'intervention au niveau de cette vous le constatez. Mais il y a le peuple qui va justement le peuple sanctionner. est une notion virtuelle, je vous l'ai dit. Et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, en Afrique, on sait comment ça se passe lorsqu'on va à un référendum. Lorsqu'on va à un référendum, on sait comment ça se passe. Et lorsque le référendum est organisé par le pouvoir en place, il y a une longueur d'avance par rapport aux opposants. C'est une question de moyens, c'est une question également de leadership et tout le reste. Je suis sincère en pensant que ça va créer beaucoup de friction, beaucoup de frustration. Donc vous voyez la Côte d'Ivoire, à l'étape actuelle, n'a pas besoin de ça. Moi, je crois que le président Ouattara a son deuxième mandat, qu'il le finisse tranquillement, la succession ouverte. Oui, mais c'est justement, il craint une guerre de succession. Non, mais après lui, il faut bien quand même qu'il apprête son arrière, comme on le dit. S'il n'est plus là en 2020, ça veut dire qu'il ne pourra rien, même s'il y a crise. Il n'y pourra rien du tout. On n'en disconvient pas, mais est-ce que c'est une bonne chose que de voir tout ce qu'il a eu à réaliser se voir détruire en peu de temps après lui? Il y a une certitude, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les crises sont toujours là. On n'a pas réglé les problèmes. Et la constitution de 2000 qu'on veut changer est une constitution moderne, progressiste. Il y a des choses qui ont été dites dans la constitution qui protègent le pays, n'est-ce pas? Et M. Lamine Cissé reconnaissait avec moi qu'aucune constitution n'est parfaite. Donc en fait, la perfection que M. Ouattara recherche selon vous ne peut pas être atteinte. Oui, mais il y a cette histoire d'ivoirité qui est toujours dans cette constitution. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de réviser pour régler ce problème définitivement? Mais ce n'est pas sur ça que les opposants ont des inquiétudes. Ce n'est pas sur ça. Oui, c'est sur autre chose. Mais vous savez que le président Ouattara a surtout été victime de cet article-là. Alors, ce qui est sûr... Est-ce qu'il ne faut pas justement réviser la Constitution pour mettre les démons du passé, ceux qui ont amené cette crise qui a fait des milliers de morts? S'il ne faut pas réviser cette Constitution enfin. La certitude que moi j'ai, c'est qu'il y aura un débat autour de la question. Et s'il y a un
débat autour de la question, il va falloir bien qu'une partie puisse l'emporter. Mais c'est un débat qui, pour moi, n'est pas opportun. Et ça, c'est mon point de vue. Lamine Cissé, alors, parlant justement de l'opportunité de ce débat, l'opposition dit également que la révision n'est pas opportune. Parce qu'il y a tellement de problèmes à régler. Il y a le problème de réconciliation. Il y a la moitié du FPI qui est en exil ou en prison, des prisonniers politiques. Ce n'est pas le débat aujourd'hui de réviser la Constitution. Vous savez, si la Constitution dans un pays n'est pas stable, elle ne permet pas au développement économique de ce pays-là. Parce que tant que la Constitution n'est pas stable, les troubles sociopolitiques sont là. Ils naissent des imperfections des constitutions. Oui, mais quand les fils de ce pays également sont en exil et en prison, quelle constitution vous voulez modifier? Vous voulez le faire seul alors dans ces conditions? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont en exil. C'est le contexte historique qu'il a créé. C'est pas Alassane Ouattara qui l'a créé. Vous savez, la priorité ne serait pas de réconcilier d'abord le pays avant d'aller à une modification? C'est pourquoi j'ai dit, ce qui a créé, il faut s'attaquer aux causes. Pourquoi les gens sont en exil ou sont en prison? Parce qu'il y avait une mauvaise constitution. Donc la cause, il faut s'attaquer à la cause. On ne peut pas s'attaquer aux effets. Vous avez dit tout à l'heure là que les gens sont en prison. C'est parce que c'est lié à la mauvaise constitution. Vous savez, au moment où on parlait de... Quand le président Gbagbo a remplacé... Quand le président Bédié était venu, c'était où? C'est de mettre de père ou de mère. Oui. Quand Gbagbo est venu, il a dit de père et de mère, eux-mêmes. Donc il est allé jusqu'au grand-père. Automatiquement, il a exclu plus de 40% de la population ivoirienne du fichier national. Ça crée des frustrations. C'est les conséquences que nous sommes en train de gérer. C'est les effets là. Maintenant, la cause, c'est la Constitution. Il faut régler le problème de la Constitution. Oui, mais est-ce qu'on peut régler seul le problème de la Constitution? Est-ce que c'est seul? Le président est dans son rôle de pouvoir proposer une constitution. Oui, mais l'opposition dit aujourd'hui que la réconciliation doit être la priorité. Il faut ramener les fils qui sont à l'extérieur. C'est comme si vous avez dit j'ai le paludisme. La priorité, c'est de soigner le paludisme. Non, pour moi, la priorité, c'est attaquer la cause. Qu'est-ce qui a causé le paludisme? Oui, mais si vous ne soignez pas celui qui est malade... Pour que les causes ne produisent pas les mêmes effets. Oui, mais si vous ne soignez pas le malade, il va mourir avant que vous ne régliez le problème à la base. Tout ce qu'il a fait en termes de bilan, pour régler, pour la réconciliation, en termes de bilan en 10 années, est-ce que vous avez les éléments? J'ai été en Côte d'Ivoire. Oui, mais le constat est là. Il y a beaucoup d'opposants actuellement encore à l'extérieur. Mais l'opposition est alarmiste. C'est ça. C'est-à-dire, vous savez, en Afrique, notre problème, c'est qu'on n'a pas une opposition crédible. On a une opposition qui se place à la place de l'ennemi. C'est-à-dire que... Mais la Constitution est impersonnelle. Oui, mais il y a eu un rapport, même du HCR, qui reconnaît qu'il y a encore des milliers d'Ivoiriens, du HCR, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui reconnaît qu'il y a des milliers d'Ivoiriens encore au Ghana, en Sierra Leone, un peu partout. Mais je suis là avec les Ivoiriens. Moi, je suis le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO. Oui. Je suis en contact avec les Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dehors. Ils veulent être dehors parce qu'il y a des opportunités que cela offre pour aller, par exemple, en Europe, etc. etc. Il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Et le HCR, souvent leur rapport, nous sommes en contact direct avec les populations, souvent leur rapport est un peu complaisant. Mais ce que je voudrais faire comprendre est que Alassane Ouattara, avec son équipe, il n'est pas le seul, hein, ils ont fait beaucoup en termes de réconciliation. Mais maintenant, il ne peut pas laisser une telle constitution qui va produire les mêmes effets demain. Il faut que le consensus soit trouvé. Lui, il a fait une proposition. Celui qui ne veut pas que le président nomme le vice-président, moi, en tant que démocrate, je ne vois pas qu'un président puisse nommer le vice-président. Je dirais non. Je préfère que le candidat aille aux élections comme aux États-Unis, ça se fait. Mais c'est un débat. Il faut que le débat soit apaisé. Mais en Côte d'Ivoire, on remarque que, dans tous les pays d'ailleurs, oui, mais est-ce qu'on peut avoir un débat apaisé? Parce que là, je reviens toujours à ma question. Quand on a le patron du FPI, par exemple, qui est loin du pays, quand on a les ténors, je parle du président Laurent Gbagbo, quand vous avez d'autres ténors importants qui sont loin. Il fait partie des causes de la guerre. C'est lui qui avait l'armée, la puissance publique. C'est lui qui l'avait. Il pouvait éviter cela. Nous avons un Mathieu Kérékou à un moment. Il y avait la rébellion aussi qui était armée. Non, mais la rébellion, quelle est la cause de la rébellion? Vous excluez 40% des populations du fichier national. Guillaume Soro, vous voulez qu'il fasse quoi? On chassait les Ivoiriens de leur plantation. Des milliers d'Ivoiriens allaient ils ont déclaré, c'est une déclaration de guerre au Burkina Faso. Blaise Compaoré, j'étais présent en son temps là, je vais armer
une rébellion pour aller contre ce président-là. Mais c'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse des analyses superficielles des choses. Il faut que nous essayons, en tant qu'intellectuels, faire des analyses approfondies. Si on ne fait pas des analyses, on ne trouve pas des solutions à nos problèmes. On ne touche pas les vrais problèmes. C'est ça le problème, fondamentalement. Parce qu'on est superficiel. Mais quelles sont les causes? Les causes réelles. Tant qu'on se réfère sur les causes réelles, on trouvera des solutions. Voilà. Donc pour vous, il faut prendre le problème à la base, c'est réviser la constitution ivoirienne. Il faut qu'il y ait une constitution qui stabilise le pays, qui permet à tous les Ivoiriens de participer, de se sentir libres et participatifs. Et de sauvegarder les acquis économiques. C'est ce que je voudrais, que l'opposition réfléchisse dans ce sens-là et fasse des propositions concrètes au président de la République. Donc, alors, l'opposition qui juge inopportune cette révision, compte tenu du fait qu'il y a des opposants à l'extérieur, est-ce que vous pensez, comme l'ami Cissé qui dit, non, il faut plutôt réviser pour stabiliser le pays, quitte à leur permettre de revenir par la suite? Vous savez très bien que je ne peux pas être d'accord avec M. Lamine Cissé, je ne suis même pas d'accord avec lui par rapport à sa proposition. Absolument pas d'accord, parce que on ne peut pas dire qu'il y a des prisonniers à cause de la mauvaise constitution. Non, pas du tout. On ne peut pas dire que c'est à cause de la constitution qu'il y a des prisonniers. Il y a eu une situation conflictuelle en Côte d'Ivoire. Et donc il y a eu une rébellion, il y a eu une guerre, il y a eu une élection, il y a des résultats contestés, il y a un président qui a été installé, et donc il y a des gens qui ont fui normalement. Ça, c'est les effets. Moi, non, même si c'est les effets, d'accord, c'est la Constitution qui a créé ce problème. La Constitution systématiquement. Et cette même Constitution qui est là. L'exclusion. Oui, la Constitution a fini par autoriser. C'est ça que je dis. Autoriser ce qui était exclu à partir. Après des morts, après des réfugiés. Et la Constitution même a refusé qu'il y ait des exilés, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que ça facilite aujourd'hui le retour de certains exilés en Côte d'Ivoire. Et cette Constitution est la même sous laquelle M. Ouattara a géré la Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Et lorsque je rentre dans la gestion de M. Ouattara, je ne vois pas qu'il y ait des problèmes de constitution. Je ne vois pas qu'il y a eu des problèmes économiques. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est la première puissance de lui et moi. Et donc la Côte d'Ivoire est prospère. Il y a eu des choses qui ont été faites toujours sous la même constitution, celle qui est là aujourd'hui. Et le président Ouattara a gagné KO. Et il est là, il a un deuxième mandat. Premier tour, donc un deuxième mandat. Alors moi je pense que pour le deuxième mandat de Ouattara, il faut éviter des frictions. Lorsqu'on n'a pas une même façon de voir, surtout par rapport à des questions constitutionnelles, il faut remettre la balle à terre et faire participer toutes les couches sociales. Ce n'est pas que les politiques qui parlent de constitution. Même la société civile doit parler de constitution. Les médias. L'opposition dit qu'il faut donner la priorité à la réconciliation d'abord. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez le sentiment malgré les efforts, quelque chose ne se fait pas? Non, il y a des efforts. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une vague d'Ivoiriens qui est rentrée au Il y a des efforts qui se font. Ça là, c'est un secret de polichinelle. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts. Mais la question de réconciliation, c'est une question réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réglé la question du désarmement en Côte d'Ivoire? Certains experts vous diraient clairement que les armes continuent de circuler dans ce pays-là. Et donc, quel intérêt on a à poser ce débat-là aujourd'hui? Pourquoi? Et ça, c'est une question que je pose. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions ici. Mais pourquoi est-ce que la question de la révision de la Constitution ne peut pas venir après la succession de Ouattara, par exemple, après 2020, il a son deuxième mandat. Si on laisse la Constitution dans cet état, qu'il y a encore une crise. Je veux revenir un peu sur le cas d'un autre pays que vous connaissez, par exemple, le Bénin. Je veux dire, M. Boniri a voulu réviser la Constitution au cours de son deuxième mandat. C'est vrai qu'on lui a prêté beaucoup d'intentions. Mais on lui a dit non, vous ne pouvez pas le faire, partez. Et le prochain président, au début de son mandat, de réviser la Constitution. Et c'est ce qui est en train d'être peut-être expérimenté au Bénin. Moi, je ne voudrais pas que la fin de mandat... Oui, mais rien ne vous prouve que c'est le bon exemple. Mais, donc, ça veut dire qu'il y a une question de confiance. Ça veut dire que les acteurs politiques ivoiriens ne se font pas confiance entre eux. Ça veut dire que l'opposition ivoirienne... Moi, je pense qu'elle existe. Les politiciens ne se sont jamais fait confiance. Même si M. Lamine Cissé pense qu'il n'y a pas d'opposition en Afrique, je pense quand même que elle a peut-être des insuffisances, mais elle existe tout de même. Et je suis certain d'une chose. Je vais finir et vous allez peut-être prendre la parole, certain d'une chose. Je ne souhaiterais pas, moi, personnellement, que la fin de mandat ou le deuxième mandat du président Ouattara soit entaché de quelques petits problèmes politiques qui pourraient faire oublier tout ce qu'il a fait jusque-là comme bilan positif dans la gestion de la Côte d'Ivoire. C'est ma façon de voir. S'il n'y a pas consensus, ce n'est pas la peine de s'aventurer sur ce terrain. Lamine Cissé, les 23 partis de l'opposition sont contre cette proposition-là de modifier la Constitution. Est-ce que vous pensez que leur réaction pourrait avoir un impact sur la suite du procédure? Non, pour moi, ce n'est même pas... C'est un non-événement pour moi. C'est un non-événement. Dans la vie, donc il n'y aura rien. Non, dans la vie de la nation, dans l'évolution démocratique d'un pays,
il faut toujours aller vers la perfection. Vous savez, il ne faut pas qu'on se mette dans le standard. Oui, mais est-ce que dans ce cas, justement, si on ne va pas vers une nouvelle crise politique en Côte d'Ivoire? Pourquoi ça va être une crise? Pour moi, eux, ils ont le débat leur vue. Non, le débat, ils disent qu'il faut une réconciliation. C'est la majorité confortable qui est assise au pouvoir. Donc cela veut dire que cette nouvelle constitution va passer. Il ne faut pas, dans le débat, vouloir privilégier la minorité. Il faut donner la chance à la minorité de se prononcer. Vous savez, quand vous parlez de majorité, cette assemblée qui est là, on sait qu'elle a été élue justement au lendemain de cette crise-là, et où une partie de l'opposition actuelle était à l'extérieur. Donc on ne peut qu'avoir cette majorité. Non mais d'accord, ok, supposons, mais la majorité elle est là. Mais c'est une majorité en griffe de façade, où il n'y a pas toute la classe politique. C'est son deuxième mandat, Alassane Ouattara. En termes de résultats, nous avons vu. C'est le deuxième mandat. Il s'est battu, il a été manipulé parce que le peuple ivoirien, il a pris des décrets pour changer certaines situations, pour que les gens aient la nationalité ivoirienne, pour qu'ils puissent aller... Mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'ils le mettent dans la Constitution. Exactement. Parce que ça, ce n'est pas pour Alassane Ouattara, c'est pour les Ivoiriens. C'est pour le peuple ivoirien. Nous sommes d'accord, mais les Ivoiriens sont également à l'extérieur. Pourquoi ne pas demander à eux de Je ne refuse pas. Vous savez, tant que le monde serait monde, les gens seront toujours à l'extérieur. Tout à fait. Alors, maintenant, ce que je voudrais comprendre est qu'il faut laisser à Alassane Ouattara, qui s'en va sans aucun intérêt, de faire une proposition. Ce sont ses prérogatives présidentielles. De faire une proposition. Moi, je dis, j'appelle l'opposition à collaborer. Nos oppositions africaines ne collaborent pas. Nos oppositions, ils se positionnent en position d'ennemi. Oui, mais à quoi ça sert de collaborer pour se faire acquérir? Parce que à quoi ça sert de collaborer si c'est une loi ou bien une constitution qui va en votre défaveur? Non, votre défaveur. Non, au du peuple. Je préfère qu'on se réfère au peuple. Oui, mais là, tel que l'opposition réagit, ça va à la défaveur du peuple. Parce qu'on nommer un vice-président qui pourra assurer ses arrières. Qu'il fasse une proposition. Qu'il fasse une proposition. Qui ne sera pas écouté, et puis s'il ne sera pas majoritaire. Non, ce n'est pas que ce soit... L'histoire jugera, et le peuple jugera. Vous savez, la vérité, elle touche. Faites des propositions. Ne soyez pas alarmistes. Restez dans le cadre de la réconciliation. Il faut la conception de la réconciliation. Et ne pas voir le pouvoir comme c'est-à-dire qu'en Afrique, c'est ça. Celui qui est à l'opposition, je pense que celui qui est là-bas, là, tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Donc il faut détruire tout, systématiquement. Vous avez fait référence au Bénin. Moi j'ai été ahuri par le comportement des politiciens béninois. Quand le président propose l'imprescriptibilité des crimes économiques dans la Constitution, pourquoi les gens n'ont pas saisi cela? Il semble que c'est ça qui posait problème. Pourquoi les gens, malgré que la Cour constitutionnelle a écrit pour dire ça ne confère à rien un troisième mandat à Yaya Boni, pourquoi on n'a pas suivi? Le problème se pose. Chacun est en train de voir ce qu'on révise. Qu'est-ce que moi j'y perds et qu'est-ce que moi je gagne? Et le peuple. Aujourd'hui, l'imprescriptibilité dans la constitution béninoise, ce serait du jamais vu en Afrique. Et ça va contribuer à lutter contre la corruption. Non, je ne suis pas d'accord. Exactement, parce que vous détournez, même vous mourrez, on poursuit, on met l'argent dans les caisses de l'État. La justice sera toujours là, même si vous n'existez pas. Je crois que c'est la forme. Sa famille n'est même pas exempte de cela. Pourquoi maintenant la société civile n'a pas saisi pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit dans notre... Je vais vous répondre, monsieur Lamine Cissé, pour vous dire simplement que l'imprescriptibilité des crimes économiques est déjà sur une loi, dans une loi anticorruption. On n'a pas besoin de mettre ça dans la Constitution. Pourquoi vous avez dit? Pourquoi on a voulu mettre la Cour du compte et la Sénat dans la Constitution? Non, vous avez parlé... C'est pour vicier ça. Vous avez parlé de l'imprescriptibilité des crimes économiques. Et je vous dis que c'était déjà, attendez, dans une loi anticorruption. Le problème, c'était la confiance. Parce que justement, on n'avait pas confiance au président Boniaï. Les crimes économiques est prescriptible ici. Non, attendez, monsieur Lamine Cissé, je vous ai écouté jusqu'au bout, donc je souhaiterais que vous puissiez m'écouter. Et donc, on ne pouvait pas. Il y avait une question de confiance. Et lorsque vous dites que l'opposition africaine ne collabore pas, vous voulez que l'opposition collabore avec le pouvoir en place? Moi, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez peut-être dire qu'il faut faire des critiques objectives. Non, attention. Collaborer avec le pouvoir? Non, c'est pas le rôle de l'opposition. On crée un parti politique. Vous devez contribuer. Non, attention. C'est le rôle de l'opposition. C'est de contribuer. Pourquoi est-ce qu'on crée un parti politique? C'est pour pouvoir prendre le pouvoir. Alors, n'est-ce pas? Oui. Sinon, ça n'a pas d'existence. Oui. Et donc, lorsque quelqu'un
prend le pouvoir, n'est-ce pas, eh bien cette personne est responsable de la gestion du pouvoir. Lorsque quelqu'un est élu au pouvoir, c'est lui qui a un mandat, c'est lui qui répond de son mandat. Et donc l'opposition n'est pas là pour lui faciliter forcément le mandat. L'opposition a un rôle de contribution au développement du pays. L'opposition ne doit pas prendre la parole pour désinformer le peuple. L'opposition n'a pas le droit de prendre la parole et de mentir au peuple. Nous ne disons pas la même chose. Quand le président fait bien, il faut dire il a fait bien. S'il n'a pas fait bien, tu dis il n'a pas fait bien parce que ça et ça. Nous proposons ça. C'est ça le rôle de l'opposition. Nous ne disons pas il a le rôle d'éveil des consciences populaires également. Il devait éduquer les populations. Parce que vous savez, ce qui se passe en Afrique, nous avons des cadres et des intellectuels qui sont des analphabètes en politique. C'est des analphabètes en politique. Je sais de quoi je parle. Et nous avons un peuple qui est ignorant en politique. Il y a la différence. Monsieur Lamine Cissé, nous ne disons pas la même chose. Lorsque vous prenez le pouvoir et que moi j'ai envie de prendre votre pouvoir, n'est-ce pas, je ne collabore pas avec vous. Mais je ne collabore pas avec vous parce que moi je suis dans la logique qui a pris de prendre le pouvoir que vous avez. C'est une logique claire. Mon frère, celui qui a pris le pouvoir ne lui appartient pas, c'est pour le peuple. Donc vous, en tant qu'opposition, vous devez contribuer à ce que le pays aille bien. Parce que votre rôle fondamental, c'est d'éclairer l'opinion et de dire à celui qui est au pouvoir, attention, je ne suis pas d'accord avec vous. La démarche là n'est pas bonne. C'est ça la véritable opposition. Mais alors si nous revenons dans l'opposition ne doit pas être ce que l'opposition fait. Non. L'opposition souhaite que celui qui est au pouvoir ne réussisse pas. C'est ça le rôle de l'opposition en Afrique. Monsieur Lamine Cissé. Il ne faut pas qu'il réussisse. Mais s'il ne réussit pas, le peuple croupit dans la misère toujours. Monsieur Lamine Cissé, je souhaite, d'accord, que vous me laissiez aller jusqu'au bout de mon débat. Excusez-moi, parce que franchement... Excusez-moi, vraiment. Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, je reviens dans le cas de la Côte d'Ivoire pour dire simplement que ce que vous dites là, c'est ce que l'opposition fait. L'opposition dit qu'elle n'est pas d'accord par rapport aux propositions faites par la mouvance, comme dans le fond, nommer un vice-président, nommer le tiers des membres du Sénat. Qu'est-ce que vous reprochez à cette opposition? Elle est dans son rôle, d'accord? Mais elle sait très bien que lorsqu'on parle de référendum, et que souvent les politiques qui sont au pouvoir manipulent le peuple dont vous parlez, et donc l'opposition n'a pas forcément confiance. Je pense que ce que l'opposition fait, c'est de la prévention. Et vous ne pouvez pas refuser à l'opposition de faire de la prévention. Vous ne pouvez pas demander à l'opposition de collaborer avec le pouvoir. Le mot collaborer me dérange. Pourquoi? Parce que quand vous collaborez... C'est le pays qui appelle à collaborer. C'est le pays. Lorsque vous collaborez, merci, chers vous accompagnez quelqu'un à l'atteinte de ses objectifs. Ce n'est pas le rôle de l'opposition. Merci, chers invités. Les téléspectateurs nous auraient suivis et compris certainement. Le plus important, c'est que le peuple s'en sorte et que le développement soit au rendez-vous des priorités des politiciens. Ce sera tout pour le premier débat de ce jour. Notre deuxième thème à présent, au Togo, doit-on espérer enfin la révision de la Constitution tant souhaitée par l'opposition les jours à venir? Nous le dirons et pour cause. L'opposition togolaise a introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant la Constitution du pays. Mais quand l'on connaît la configuration de cette Assemblée nationale majoritairement acquise à la cause du pouvoir en place, l'on s'interroge sur l'avenir de ce projet. Je vous propose de retrouver l'analyse de mes invités après cette virgule. Donc là, Mabalo, est-ce qu'on peut dire que l'opposition togolaise a enfin, ou commence par voir le bout du tunnel d'un projet de loi? Ça peut donner quelque chose, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai. En fait, je souris. Pourquoi? Parce que nous parlons encore de révision constitutionnelle. Mais là, nous sommes dans deux environnements différents. Environnements différents, contextes différents, réalités différentes et tout le reste. Donc, on ne peut pas analyser cette réalité sous le même prisme, n'est-ce pas? Ici, nous sommes dans un pays où on est un peu en retard sur les questions constitutionnelles. Pourquoi je le dis? C'est encore au Togo qu'on a un mandat illimité. C'est encore au Togo qu'on a un scrutin uninominal à un seul tour, comme au Gabon, et tout le reste par rapport à cette région, notre région ouest-africaine, le Togo est en train de vouloir venir au niveau que le Bénin laisse, parce que le Bénin, que le Bénin souhaite laisser. Le Bénin veut revenir à un mandat unique et tout le reste. Je trouve que l'opposition togolaise, malheureusement pour elle, reste très minoritaire au Togo. Et dire qu'il faut aller vers un mandat, un scrutin uninominal à 2 tours, pour moi c'est tout à fait normal, parce qu'on a vu un peu comment ça s'est passé au Togo. Lorsque c'est un seul tour, eh bien, quel que soit le pourcentage obtenu par le président, eh bien, il passe
président. Et donc, ce n'est pas de l'expression démocratique de mon point de vue. Je suis d'accord pour cette proposition-là. Je suis d'accord également qu'on limite le mandat. Le mandat ne peut pas être illimité. Voilà les réalités. Donc, ça veut du dire Togo. que l'opposition peut commencer aujourd'hui. L'opposition fait cette proposition-là. Enfin, nous atteignons le bout du tunnel. Non, non, pas du tout. C'est pas encore ça. Ce n'est qu'un projet de loi. Ça, c'est des velléités. Oui, alors quand on sait que l'Assemblée... Oui, mais du côté présidentiel également, on souhaite la réforme de la Constitution. Mais pas dans ce sens. Pas dans ce sens-là. Dans quel sens alors? Mais vous savez très bien que, je dirais, la mouvance n'accepterait pas que le président, qu'on remette en cause le mandat illimité du président, qu'on remette en cause le scrutin uninominal à un seul tour et tout le reste. Donc non, chacun a ses intérêts. Même le président a déclaré sa disponibilité à la réforme politique. Mais vous l'avez écouté en Allemagne? Vous avez vu un peu ce qu'il a fait comme interview à la Deutsche Welle et puis après toutes les réactions qu'il y a eu au Togo? C'est dire qu'il y aura également un débat dans ce pays-là. Mais malheureusement pour l'opposition... est-il gagné ou malheureusement perdu pour à l'opposition, elle est minoritaire. Donc vous voulez dire que le débat est perdu à l'avance? Mais vous avez la réponse de toutes les façons. Mais le débat mérite d'être fait, même si il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de forte chance. Vous ne voyez plus d'enjeu. Le combat est perdu faute de combattants. Nous sommes au Togo. Lamine Cissé, le débat togolais sur la révision de la Constitution, est-ce qu'on peut oser croire qu'enfin l'opposition togolaise aura accès à cette demande qu'elle formule depuis des années? Je suis d'accord un peu sur... il a dit c'est à contexte différent. Je suis d'accord avec lui. C'est tout à fait différent. Vous savez, en 2005, lors du décès de son excellence, Yadema, j'étais au Togo. J'ai été la société civile, j'étais avec la CEDEAO. Faure avait pris le pouvoir. La fameuse déclaration du président Wade, vous avez tout, laissez le pouvoir et puis revenez d'une façon démocratique. Mais ce qui se posait à cette époque-là, c'est que les gens de loin faisaient des analyses émotionnelles. Mais en réalité, le problème togolais spécifiquement voudrait que un des fils de Eyadema continue la succession. Parce que les militaires disaient, si c'est pas, on met le pays en feu et en sang. La CEDEAO était obligée de capituler. C'est ce qui a failli à cette élection-là où il y avait plusieurs morts. Donc vous voulez dire que il fallait le mettre là. Par moment est complaisante? Non, c'est-à-dire que pas complaisante. Il faut aller vers les réalités du terrain. Parce que si vous voulez imposer une pseudo-démocratie dans un environnement où ça ne doit pas l'être, vous brisez, vous mettez le pays en feu et en sang. J'étais d'accord, j'ai dit non, il faut laisser ce monsieur-là prendre le pays. Quand il a pris le pays, j'ai dit, je lui ai donné raison. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Premièrement, c'est un fort qui peut arrêter Pacha, qui avait des velléités présidentielles, qui foncièrement voulait prendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a progressivement mis au repos les anciens collaborateurs de son papa. Il a désengorgé l'armée, il a amené des compétences des jeunes diplômés, compétents. Il a assaini les finances publiques. Alors, à cette époque-là, personne ne pouvait être au pays, l'opposition ne pouvait pas prendre le pouvoir, c'est pas possible. Pourquoi pas? Non, non, non. Les opposants sont il n'allait pas gouverner. Également, non, on allait le tuer. Parce que l'armée avait la même mise sur l'appareil de l'État. Le nouveau président pourrait être protégé par les Nations Unies ou la CEDEAO, par exemple. Non, non, on ne peut pas. C'est pas possible. Parce que pendant comme cela se passe en Centrafrique. A fait 38 ans au pouvoir. Cet arbre-là a grandi déjà. Il y avait des habitudes et des comportements que personne, ce n'est pas l'opposition qui pouvait changer ça. Il fallait un Gnassingbé et Adema. Oui, alors fort aujourd'hui, le résultat aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui c'est possible. Il est déjà au pouvoir. Il est dans son deuxième mandat. Il a balisé le terrain. Oui, aujourd'hui, il est possible qu'on aille vers le processus de démocratisation dans le sens que demande l'opposition. Voilà. Aujourd'hui, donc vous pensez que ce projet a une chance d'aboutir? Non, non, ça va aboutir cette fois-ci. Vous pensez que le président Faure va accepter? Aujourd'hui, si l'alternance se fait au pays et que l'opposition prenne le pouvoir, il le gouvernera sans problème. Donc vous pensez que cela va se faire facilement? Mais les conditions se réunissent. Oui, mais est-ce que, au cas où cette révision va se faire, est-ce qu'il ne se posera pas un autre problème, celui de la rétroactivité ou non de la nouvelle loi? Non, 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 ça ne va pas aller dans ce sens-là, c'est pas possible. Le président Faure est en train de faire 2 mandats. Est-ce qu'il accepterait facilement dire, ok, j'ai déjà fait 2 mandats, je vous laisse le pays? Non, il ne va pas le faire. Une nouvelle constitution il va pas le faire. Implique de nouveaux mandats. Je ne pense pas qu'il puisse le faire. Mais ce qui est plus important chez moi et que le Togo est en train d'avancer, il a créé le statut de l'opposition
l'opposition est respectée et organisée au Togo maintenant. Jules Christ Olympio, lui, il ne parle plus. Non, aujourd'hui, il n'est plus opposant. Alors, maintenant, il ne parle plus. Il est devenu un militant collaborateur. Voilà, lui-même, il a commis une erreur. Je le disais, je l'ai dit dans mon ouvrage déjà. J'ai dit, Jules Christ Olympio, quand son papa a été assassiné, sa seule faute, c'est de penser que Jules Christ Olympio, c'est son papa. Il devait comprendre que Jules Christ Olympio était, à cette époque-là, Sylvanus Olympio du moins, était le père de la nation. Tout à fait, c'était le père de l'indépendance. Il était le martyr de la nation, du pays togolais. Il en a fait un problème personnel. C'est ce qui a mis à genoux le Togo. Il devait l'aborder autrement. Oui, donc, mais voilà. là n'est pas le problème. Mais aujourd'hui, vous êtes sûr que le président Faure ne va pas vouloir continuer. On a une nouvelle république, une nouvelle constitution implique une nouvelle république. Donc il va dire, ok, une nouvelle république, je vous laisse le pouvoir. Vous pensez que c'est ce qui arrivera? Non, même si cela n'arrive pas, je suis sûr que nous allons vers un processus qui va permettre à l'opposition de prendre le pouvoir et de gouverner le pouvoir sans problème au Togo. Parce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que l'opposition puisse enfin dire « je peux gouverner dans la sécurité au Togo ». Donc là, Mabalo, vous pensez que le président Faure Gnassingbé va réviser la Constitution et simplement dire à l'opposition « venez prendre le pouvoir, moi j'en ai fini ». Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Le président Faure, il faut être réaliste, a été très fort au Togo. Il a fait des choses très bien pour le Togo. Aujourd'hui, c'est beaucoup de fierté pour le Togo. Il faut être honnête et reconnaître que les choses ont avancé comparativement à un pays voisin que je ne veux pas nommer ici. Mais c'est trop facile aussi de voir le problème sous la possibilité du président Faure de dire « bon, voilà, j'ai fini, je vous laisse le pouvoir ». Non, peut-être qu'aujourd'hui, l'environnement au Togo peut permettre à l'opposition, si elle gagnait le pouvoir, de gérer sans grande difficulté. C'est ce que vous avez voulu dire, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire systématiquement que le président Faure laissera l'opposition faire cette réforme constitutionnelle qui amène à avoir un scrutin uninominal à 2 tours et un mandat limité à 5 ans, renouvelable une seule fois. Ce n'est pas donné d'avance. Et déjà, dans le camp du pouvoir, les gens ne sont pas d'accord par rapport à cette volonté-là. Parce que, sociologiquement également, le Togo répond à des réalités. Et le Nord et le Sud, vous savez très bien ce qui se passe. Ça, c'est inhérent à toute actualité historique africaine et tout le reste. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. L'intérêt de ce débat, c'est qu'il y aura, n'est-ce pas, des propositions, il y aura des échanges et il y aura un consensus. Moi, je pense que sur les affaires constitutionnelles, ce qu'il faut rechercher, c'est le consensus. Absolument. Et c'est la chose la plus difficile à trouver en Afrique, monsieur. Parce que chacun a ses intérêts en matière de politique. Donc, nous allons espérer pour le Togo qu'il y ait une porte de sortie et le président Faure a un bilan, comme le président ivoirien également en a. Et donc, tous ces deux présidents ont des bilans. Et le fait pour eux d'avoir des bilans les autorise à avoir des rêves. Voilà, suivez mon regard, je n'en dirai pas. De toute façon, le débat est apaisé là-bas maintenant, puisqu'ils ont le statut de l'opposition est là, et que l'opposition est respectée. Que le leader de l'opposition rejette de prendre. Il a refusé, justement, le leader de l'opposition. Les élections passées, là, ils ont été financés. Merci, Lamine Cissé, merci donc, Mabalo. Madame, monsieur, c'est tout pour la première partie de cette émission. Voici un nouveau point de l'actualité, le flash d'information. En République démocratique du Congo, le banditisme s'ajoute au phénomène des groupes armés au Nord Kivu. Depuis plus d'1 an, les enlèvements se multiplient et en plus, des braquages de convois. Pour faire face aux attaques dans le parc des Virunga, le gouvernement provincial, l'armée et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont mis en place un système d'escorte de Kwanja et Kanya-Bayonga depuis le mois d'avril. Au Mali, le projet de révision constitutionnelle se profile. Le chef de l'État a récemment désigné pour cela une commission de 10 experts et de 2 rapporteurs. La commission se met au travail dès ce lundi et dans 6 mois terminera son travail et un référendum sera organisé en principe avant la fin de l'année. Il y a 24 ans, le Mali s'est doté de cette loi fondamentale. En Égypte, le bilan des autorités en matière des droits de l'homme ne s'est pas amélioré. Un organe étatique a noté une série de disparitions forcées et des cas d'abus contre les prisonniers. Entre avril 2015 et mars 2016, le Conseil a recensé 266 cas de disparitions forcées liées au ministère de l'Intérieur, 27 personnes ayant depuis été libérées, tandis que 143 demeurent en détention provisoire.
Nous poursuivons le débat sur Sika en République démocratique du Congo. L'opposant Moïse Katumbi rompt le silence depuis son exil. Il demande au président Joseph Kabila de respecter la règle démocratique en quittant le pouvoir en décembre prochain. Mais très tôt, le gouvernement a réagi par le biais de son porte-parole. Le ministre Lambert Mende a dit que l'opposant est bien évidemment dans une tentative de diversion. Alors, Lamine Cissé, est-ce que vous pensez que cette sortie de Moïse Katumbi, très rapidement, pourra-t-elle avoir une influence sur le cours actuel des événements politiques en RDC? Non, je ne pense pas. D'autant plus que la Cour constitutionnelle a motivé sa décision. Encore que cette Cour constitutionnelle est en train de revenir encore sur sa décision en disant que dans les jours à venir, elle va donner plus de détails sur ce qu'elle a voulu dire. Non, c'est motivé. Ils vont davantage motiver parce qu'il a pris des décisions par rapport à la Constitution. Ce qu'il a dit, ça se trouve bel et bien dans la Constitution. Bon, donc c'est préventif ce que la Cour constitutionnelle fait. C'est son rôle. C'est un coup d'épée dans l'eau, hein, la réaction de Moïse Katumbi. Non, Moïse Katumbi, il a l'ambition de gouverner le RDC, ça c'est clair. Donc en tant que potentiel, n'est-ce pas, candidat, c'est tout à fait normal qu'il fasse des choses. Qui demande à Kabila de partir. C'est politique, c'est normal. Très rapidement, donc, Lama Balo. Bon, M. Katumbi est en dehors de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si en dehors du Congo, il peut grand-chose, hein, à moins d'organiser des mercenaires. Pour ne pas se faire oublier. À moins d'organiser des mercenaires depuis là-bas pour venir au Congo. Et je ne suis pas sûr qu'il le souhaite lui-même. Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est que ce soit sur son compte Twitter qu'il a écrit, parce que combien de personnes au Congo vont les médias ont relayé. Oui, les médias ont relayé, mais on a quand même envie de l'entendre. Vous savez, la parole est toujours mieux que les écrits lorsqu'on veut toucher des gens. Et donc, moi, ça m'a gêné. Ce qui m'a gêné aussi, c'est qu'ils disent que déjà dès le 20 décembre, il faut que Kabila quitte le pouvoir. Mais de quels moyens ils disposent aujourd'hui pour faire partir Kabila du pouvoir? C'est une grosse interrogation sur laquelle nous reviendrons. Madame, monsieur, ce sera tout pour notre débat de ce jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Sika.